Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour cette conférence sur le pilotage par les données de santé et démocratie sanitaire. L'impossible équation, j'ai osé nommer cette conférence l'impossible équation, point d'interrogation, mais le président de France Asso Santé nous dira ce qu'il pense de ce titre tout à l'heure durant la conférence. Je vais présenter les personnes qui vont débattre ce matin sur ce sujet qui est, somme toute, important. Hein. C'est vrai que à l'heure du numérique, à l'heure de la data, à l'heure de l'intelligence artificielle, beaucoup de questions peuvent se poser en France, en Europe. Des questions que peut-être on ne se pose pas ailleurs dans le monde d'ailleurs, mais ce sera le thème de cette conférence que d'y travailler. Donc avec nous ce matin le docteur Lise Alter, directrice générale de la nouvelle agence d'innovation en santé. Donc Lise a commencé sa carrière en tant que conseillère médicale sang, greffe, tissu, cellules au sein de la direction générale de la santé au ministère de la Santé de 2012 à 2013, puis médecin conseil à la CNAM jusqu'en 2014. Quelques années au laboratoire Lilly, au département accès au marché, puis en tant que manager business unit oncologie. Vous avez intégré la direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé en 2018. Et en 2020, vous êtes nommée directrice de l'évaluation médicale, économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé, où vous coordonnez le travail des services pour répondre notamment aux enjeux d'évaluation, de tests, traitements et vaccins contre la Covid-19. Tout ça nous paraît bien loin aujourd'hui, mais ça n'est pourtant pas si loin que ça. Et vous mettez en place une nouvelle organisation de la direction pour faire face aux enjeux de l'innovation. Et vous êtes médecin de santé publique et titulaire d'un master spécialisé en économie et gestion des services de santé. Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Gérard, à l'âge de 35 ans, vous êtes diagnostiqué diabétique de type 1. Pour surmonter les contraintes liées à la maladie par une pratique assidue du sport, ce qui vous amène à créer successivement diverses associations pour promouvoir le développement de l'activité physique et sportive chez les personnes atteintes de diabète. C'est dans ce cadre que vous mettez en place un partenariat avec l'Association française des diabétiques, dont vous rejoignez le bureau national en 1998. En 2019, vous êtes élu président de France Asso Santé, élu vice-président du Health Data Hub. En 2021, vous êtes nommé membre du Conseil économique, social et environnemental et promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Ah, si. Docteur Gilles Bontemps, directeur de mission à la CNAM. Vous avez vous aussi une double formation de médecin généraliste et de gestionnaire. Dans les années 90, médecin DIM parmi les pionniers de la mise en place du PMSI dans les établissements de santé. Donc la data, ça vous parle depuis longtemps. Dans les années 2000, vous intégrez la CNAM à la direction du risque maladie. Vous êtes responsable de la direction régulation financière et gestion hospitalière, avec pilotage national de l'outil STEFI, analyse médico-économique, dont vous direz quelques mots, je pense. Vous êtes chef de projet national chirurgie ambulatoire. Dans les années 2010, vous êtes directeur associé et directeur médical à l'ANAP, pilotage national de l'outil Hospidiag, que l'on connaît tous, comparaison des hôpitaux et des cliniques privées MCO, pilotage du programme de travail pluriannuel ANAP-HAS sur la chirurgie ambulatoire. Et dans les années 2020, vous revenez à la CNAM comme directeur de mission gestion du risque et organisation des soins, et vous êtes pilote national de l'outil Visuchir, évaluation des pratiques chirurgicales. Nesrine Benyaya, donc CEO et fondatrice de Docteur Data. Vous êtes docteur en droit spécialisé en droit de la santé et nouvelles technologies, membre associé de l'Institut Droit et Santé et la présidente et fondatrice Docteur Data. Nesrine a créé Docteur Data il y a 5 ans pour construire un écosystème des données de santé durable et de confiance. On est bien dans la cible. Son équipe intervient au quotidien auprès des établissements de santé et des acteurs industriels en tant que Data Protection Officer, DPO, et par le déploiement de sa solution de e-consentement Isalid. Alexandre Le Guilcher,
Alors Alexandre est de formation scientifique, hein, diplôme d'ingénieur de Grenoble là, en 2001. Vous enchaînez plusieurs expériences de chef et directeur de projet, ainsi qu'ingénieur avant-vente. Il y a 15 ans, vous rejoignez l'entreprise Evolucare, une entreprise familiale, dont vous êtes le directeur recherche et innovation depuis 2016. Depuis 2019, vous êtes également le responsable d'une filiale nommée Oft AI, spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la détection de pathologies oculaires par analyse de photos de rétine. Et vous représentez aujourd'hui également Numéum, l'organisation professionnelle du numérique en France. Bien, Lise, je voudrais commencer par toi. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui est majeur, hein, sur cette question du traitement de la donnée. Et pourtant, l'UFC, enfin, c'est l'organisation européenne, hein, des consommateurs, hein, et dont l'UFC que choisirait membre, a indiqué que il y a eu une enquête dernièrement sur le projet européen de partage de données de santé, en fait de données, hein, l'European Data Space, et qui dit que 80% des personnes interrogées en Europe sont prêtes à partager leurs données, avec leur médecin traitant, mais ce chiffre diminue en fonction de avec qui ils les partagent. Quand on interroge les Européens sur est-ce qu'ils sont prêts à partager leurs données avec le secteur industriel, par exemple, ils sont plus que 11 à 14% à être d'accord. Donc, en tant que directrice de cette nouvelle agence d'innovation en santé, pouvez-vous nous dire comment ces enjeux en fait, liés aux données de santé sont pris en compte dans les missions de l'AIS? Tout à fait. Alors, vous m'entendez? Oui. Ouais. Parfait. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très intéressée évidemment de pouvoir contribuer à cette table ronde aujourd'hui, puisque évidemment le sujet des données de santé, il est majeur et j'allais dire il est omniprésent aujourd'hui quand on parle d'innovation. Alors, à plusieurs titres évidemment, hein, parce qu'aujourd'hui on sait bien à quel point notamment le sujet notamment de l'intelligence artificielle par exemple est fondamentalement lié à l'enjeu des data, puisque la donnée c'est aujourd'hui le carburant finalement des algorithmes d'intelligence artificielle. On sait bien aussi à quel point le numérique a révolutionné aujourd'hui à travers notamment tous les travaux entrepris par la DNS, le ministère de la Santé et la CNAM sur mon espace santé, donc à quel point ça a modifié déjà de façon très profonde les pratiques et la vie de nos concitoyens. Alors, l'Agence de l'innovation en santé, peut-être pour resituer un petit peu le cadre, avant toute chose, elle se fonde sur le plan Innovation Santé France 2030. Elle a été lancée il y a peu, fin 2022, mais elle s'inscrit vraiment dans le contexte de ce plan Innovation Santé France 2030. Et comme vous le savez, ce plan, au-delà de cette volonté de connecter vraiment recherche, innovation, industrialisation, avec cette dimension donc interministérielle, il est orienté autour de 4 grandes stratégies et plans. Donc biomédicaments, bioproduction, maladies infectieuses émergentes, menaces NRMC, DM innovants, mais aussi une stratégie autour du numérique en santé. Donc évidemment, ne serait-ce que par ce biais-là et cette conception même du plan Innovation Santé France 2030, l'enjeu de la donnée et du numérique, c'est évidemment fondamental. Donc c'est le premier axe qui illustre très clairement à quel point l'agence s'est investie dans ce domaine. Donc, c'est une stratégie qui est pilotée aujourd'hui par David Senati à la DNS, qu'on suit donc dans le cadre de France 2030. Et cette stratégie a vocation, évidemment, à aborder l'angle de la donnée sous différents angles, mais celui que j'ai envie de mettre en exergue peut-être pour débuter cette matinée, c'est l'angle de la formation, parce que vous l'avez dit, il y a un enjeu en matière de démocratie sanitaire. Et on a vraiment vocation à le traiter et à faire en sorte que cet enjeu des data soit mieux compris et mieux abordé, aussi en formant nos professionnels de santé et au-delà même des professionnels de santé, l'ensemble des concitoyens sur le sujet. En tout cas, via la SASN, il y a des financements extrêmement importants de plusieurs dizaines de millions d'euros sur la formation des professionnels de santé qui seront tous formés dans le cadre de leur formation initiale à horizon 2027.
donc c'est pas si loin. Des modules de formation qui ont vraiment vocation à faire en sorte qu'ils soient sensibilisés à ces enjeux de la data, parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'utilisation notamment des algorithmes en matière d'intelligence artificielle, il faut comprendre ce qu'il y a derrière, et il faut que les professionnels soient en mesure d'être aussi experts finalement dans le domaine de la donnée, pour mieux l'appréhender et pour mieux l'expliciter et le partager notamment aux patients. Donc l'enjeu de la formation, il est fondamental. Avec un élément qu'on aimerait davantage travailler également dans le cadre de France 2030, c'est cet enjeu de transversalité aussi, parce que c'est important d'avoir des formations sur le numérique, sur la data, mais c'est aussi important d'avoir des enjeux de formation sur le plan transversal qui vont de la recherche à l'innovation en passant effectivement par le numérique. Donc voilà, un premier axe vraiment fort. Je développerai peut-être tout à l'heure de façon très très précise les autres éléments de cette stratégie sur le numérique qui embarque le sujet des données de santé, notamment tout un volet autour des entrepôts de données de santé dont l'objectif est vraiment de structurer la donnée et le partage de données pour mieux les réexploiter. Mais pour débuter, je vais peut-être développer un petit peu les autres missions de l'agence au-delà du plan France 2030, là aussi qui peuvent embarquer cet enjeu de la donnée. Donc au-delà du suivi du plan Innovation Santé France 2030, l'agence a vocation à équiper l'interministériel en matière de prospective en santé. Et là aussi, on va être mobilisé bien évidemment donc d'une part sur la connexion des dispositifs d'horizon scanning pour identifier les innovations de rupture, et notamment en matière de produits de santé, les médicaments de thérapie innovantes, les enjeux autour du bloc de demain et notamment du jumeau numérique. Donc là encore, un enjeu majeur autour de la data, puisque le recueil de la donnée également au bloc opératoire est fondamental. Donc on voit bien à quel point ça infuse tout le système. L'enjeu également des organes sur puce. Mais en tout cas, là aussi, on peut le voir dans le domaine des innovations de rupture qui arrivent. Il y a tout cet enjeu de la data et de l'intelligence artificielle pour également découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc là encore, même dans les médicaments de thérapie innovante, on voit bien à quel point cet enjeu en matière de drug discovery, et notamment tous ces enjeux de la data qui se fondent aussi sur des sciences dures telles que la physique quantique notamment, sont clairement mobilisés, et c'est évidemment un aspect fondamental dans la découverte des médicaments de demain. Donc un enjeu en matière de prospective. Deux autres missions fortes de l'Agence de l'innovation en santé, c'est évidemment tout le sujet de l'accélération et de la transformation des process réglementaires et administratifs pour pouvoir accélérer les développements. Et là aussi, c'est pareil, on va mobiliser bien évidemment l'enjeu de la data pour pouvoir notamment accélérer les développements cliniques sur la base notamment d'essais in silico, de bras synthétiques. Donc tout ça, je le développerai peut-être de façon plus précise par la suite, mais voilà, pour vous donner un exemple concret de ce à quoi la donnée peut servir, bien évidemment. Il y a tout ce qui concerne aussi la digitalisation, la décentralisation de la recherche clinique et la réutilisation secondaire des données de vraie vie pour pouvoir là aussi avoir notamment des bras contrôle. Et puis on va mobiliser évidemment aussi tous ces enjeux de transfert de technologie, de partenariat public-privé pour pouvoir accélérer le passage de la recherche fondamentale au développement des innovations. Puis également un sujet sur les achats innovants notamment. Et puis on va avoir un pôle également sur tout l'accompagnement des porteurs de projets innovants prioritaires en lien avec les priorités France 2030. Donc là encore, on va être dans le support notamment de tous les projets en matière de numérique en santé et qui peuvent mobiliser de la donnée bien évidemment, avec des connexions fortes avec le terrain, notamment tous nos partenaires en région, que ce soit les pôles de compétitivité, les services de l'État en région, DREDS, DRARI, etc., les établissements de santé avec lesquels on travaille bien évidemment. Donc là encore, des enjeux de partenariat extrêmement importants. En tout cas, l'agence a vocation à fonctionner vraiment comme un coordinateur et un pilote de l'innovation en santé sur le plan interministériel, mais aussi au niveau des territoires pour pouvoir faire office de catalyseur et d'accélérer finalement tous ces développements d'innovation sur le territoire. Merci, une belle feuille de route avec des actions déjà engagées, la formation comme tu me l'as dit. C'est très important à cette époque et plus tous les autres enjeux. Et on reviendra tout à l'heure sur les aspects plus précis des projets que vous portez auprès à l'agence. Gilles, alors la CNAM, elle dispose de données importantes, notamment, on sait tous, le SNDS, mais pas seulement. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ton parcours, tu as été souvent frotté aux questions de la gestion des données de santé. Quels sont peut-être quelques exemples de projets qui sont de pilotage par la donnée, puisque finalement, ce n'est pas nouveau, c'est pas si nouveau que ça, le pilotage par la donnée. Quels sont quelques exemples de projets qui sont allés au-delà des objectifs initiaux?
Alors d'abord, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à débattre autour du pilotage par la donnée de santé et la démocratie sanitaire. Quand on parle de pilotage par la donnée de santé, on fait deux premières constatations. La première constatation, c'est que la France dispose des plus grosses bases de données en santé mondiale, ce que d'ailleurs beaucoup d'autres pays nous envient. Or, ces données sont à la fois exhaustives. Comme vous le savez, on est dans le cadre d'un régime assurantiel obligatoire. Donc, toute personne résidant sur le sol français est effectivement couverte par l'assurance maladie obligatoire. Donc, elles sont à la fois exhaustives, elles sont à la fois centralisées. C'est-à-dire tout, effectivement, est centralisé au niveau national. Et à titre d'exemple, quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, ils ont des bases de données qui sont ou régionales, ou des bases de données assurantielles comme Medicare ou des assurances privées. Et nous, on a cette chance, effectivement, d'avoir à la fois des bases de données exhaustives et des bases de données centralisées. Or, ces bases de données, on les utilise peu en termes de pilotage en France, ou tout du moins, on les utilise, j'allais dire, presque à titre administratif. Je vais prendre un exemple. Quand on présente la Pitié-Salpêtrière, on dit elle a 500 lits de chirurgie. On ne dit pas elle fait 17 000 interventions chirurgicales en hospitalisation conventionnelle par an, elle a posé 170 prothèses totales de genoux, elle a repris 47 prothèses totales de genoux. On parle de lits, on est encore sur ces visions capacitaires, on n'est pas sur une vision effectivement de la donnée. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, les professionnels codent leur activité, mais ils n'ont que peu de retour par rapport à ce qu'ils codent, ou du moins, ils ont une information effectivement qui n'est pas accessible immédiatement. S'ils ont besoin, par exemple, d'avoir le retour de leur activité, ils font appel aux médecins du département d'information médicale qui leur apportent des tableaux, j'allais dire, synthétiques sur leur activité. Mais ils n'ont pas d'éléments de comparaison avec ce qui se fait ailleurs dans les autres établissements. Ou tout du moins, ils n'ont pas cette information immédiatement accessible. Alors, les plus initiés, effectivement, se connectent sur le site de l'ATIH, où ils ont un certain nombre d'informations sur l'hospitalisation. Mais en fait, le médecin, le professionnel de santé de terrain, n'a pas cette information immédiatement accessible. Donc, finalement, toute ma réflexion, au bout depuis une vingtaine d'années maintenant, c'était de dire comment, finalement, faire pour restituer cette information auprès des professionnels de santé qui codent cette information, et comment cette restitution, on peut apporter une plus-value pour permettre des comparaisons, pour permettre des suivis d'activité et pour permettre effectivement à ces professionnels de santé de se comparer sur les bases les plus objectives possibles et finalement de faire évoluer leurs pratiques, que ce soit des pratiques professionnelles ou des pratiques organisationnelles. Et c'est vraiment cet enjeu qui effectivement a guidé toute ma réflexion depuis une vingtaine d'années. Alors, en fait, j'ai piloté plusieurs projets au niveau national. Je ne vais pas tous en parler parce qu'effectivement, ce serait trop long. Je vais simplement vous parler du dernier projet Visushir, qui est un outil de data visualisation qui permet de comparer les pratiques chirurgicales de tous les établissements de santé français, que ce soit dans les hôpitaux publics ou que ce soit dans les cliniques privées. Et cette comparaison, elle se fait au niveau le plus fin possible puisqu'on travaille au niveau de l'acte chirurgical, de l'acte CCM. Et avec une logique de dire comment un professionnel de santé, donc un chirurgien en l'occurrence, peut comparer ses pratiques par rapport à son environnement, comment on peut lui apporter cette restitution d'informations de la manière la plus optimale possible, qui a accès immédiatement à cette information pour pouvoir le guider dans la conduite de sa pratique professionnelle et faire évoluer cette pratique professionnelle. Alors en fait, j'identifie 4 facteurs clés de succès qui permettent effectivement de mettre à disposition ce type d'outils. Ces 4 facteurs sont, premièrement, c'est un élément essentiel, il faut que les outils soient médicalisés, il faut qu'on sorte de cette vision administrative ou cette vision médico-administrative un peu trop macroéconomique qui effectivement ne rend pas service aux professionnels de santé. Donc il faut qu'ils soient médicalisés, il faut qu'ils soient donc pertinents au niveau de leur pratique. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, tous ces outils, il faut les travailler avec les professionnels de santé et leurs représentants que sont les sociétés savantes ou les conseils nationaux professionnels pour leur permettre de s'approprier le plus rapidement possible. Il faut co-construire ces outils avec eux. Et dans le cadre de Visushir, effectivement, on a co-construit, la CNAM a co-construit avec les CNP, les conseils nationaux professionnels, ces outils pour identifier quels sont les indicateurs les plus pertinents par rapport au suivi de leur pratique. Donc, premier élément, il faut médicaliser l'information.
Le deuxième élément essentiel, il faut effectivement ouvrir cette information, c'est-à-dire il faut que ces outils soient disponibles en open data. Il ne faut pas qu'il y ait des informations cachées, c'est-à-dire il faut qu'effectivement que tout le monde ait le même niveau d'information. Si on veut ouvrir le dialogue, il faut que tous les acteurs ont le même niveau d'information. Il ne faut pas d'informations cachées. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Il faut qu'il y ait une totale transparence sur l'information et il ne faut pas, en particulier, mettre des mots de passe ou des accès identifiants qui rendent beaucoup plus difficile l'accès à l'information. Donc il faut vraiment, le deuxième élément essentiel, il faut qu'aujourd'hui, tous ces outils soient en open data. Le troisième élément, il faut que les outils soient le plus ergonomiques et appropriables. Comme vous le savez, le temps médical est un temps précieux. Les professionnels de santé n'ont pas tellement de temps. Donc, il ne faut pas leur balancer, entre guillemets, des fichiers Excel avec 50 colonnes et puis 1000 lignes qui sont absolument illisibles pour eux. Donc, il faut repartir. Aujourd'hui, on a effectivement des outils, en particulier de data visualisation, qui permettent de restituer une information d'une manière simple et facilement appropriable. Je rappelle que Confucius avait dit une image vaut 1000 mots, et on a aujourd'hui ces outils qui permettent de restituer très facilement une information facilement accessible par les professionnels. Et le dernier élément, le dernier facteur clé de succès, si les professionnels veulent faire évoluer leur pratique, il faut qu'ils puissent se comparer. D'où l'importance d'avoir des benchmarks, de leur mettre à disposition des benchmarks. Et par exemple, l'outil Visushare, il y a 700 000 panoramas qui sont disponibles. Donc chaque professionnel peut construire son propre panorama chirurgical et pouvoir se comparer à ce qu'il juge le plus pertinent possible. On a vraiment ces 4 facteurs clés de succès que j'ai retrouvés durant mes différents sujets depuis une vingtaine d'années. Et si on n'a pas ces 4 facteurs clés de succès, je pense que les outils qu'on met à disposition des professionnels de santé n'ont pas l'impact envisagé par rapport à ces éléments. Merci. Donc, viser des cibles cliniques, transparence sur les données, convivialité de l'outil et possibilité de se benchmarker sont les clés de succès. Alexandre, justement, par rapport à ça, toi qui es dans une société qui développe de nouveaux services, de nouveaux outils pour ses clients, les clients que nous sommes hospitaliers. Est-ce que, concernant la médecine personnalisée, notamment, dont on parle beaucoup aussi, qui est un des usages, on va dire, de la data, est-ce que vous pouvez avancer sur ces questions? Est-ce que pour vous, les données sont suffisamment disponibles ou est-ce que vous avez des difficultés pour remplir ces missions qui vous sont demandées par vos clients? Alors, bonjour, merci de me donner ce temps de parole pour discuter de ce sujet. Donc moi je représente la société Evolucare, mais avant tout l'organisation de la société du numérique, Numéum. Parce que quand on parle de numérique et de données, en fait c'est tout un écosystème. On ne peut pas vraiment isoler la chose, c'est vraiment une transformation du monde, le numérique. Nous, chez Evolucare, on est un peu des pionniers, on va dire, là-dessus, parce que c'est une société qui a été créée il y a 30 ans, dont l'objectif, c'était de déployer du dossier patient informatisé. Donc, il y a 30 ans, les données, quand on parle de données, elles peuvent être numériques, mais elles pouvaient aussi être papier. Hein. Donc, on a toujours, en fait, pris en charge les patients par la donnée et la connaissance qu'on a sur chaque patient. Donc, nous, on s'est attaché à déjà numériser tout ça, en faisant une première vague, qui était déploiement du dossier patient informatisé, avec la première... une des premières lois, on va dire, c'était la loi Kochner, qui disait que le dossier patient, justement, devait être exhaustif et partagé. Parce qu'à partir du moment où on segmente la vision qu'on a du patient, on ne peut pas le prendre en charge de façon correcte. Donc nous, c'était voilà, c'est notre cœur de métier, dossier patient informatisé et organisation des soins. Alors c'est vrai qu'avant les années 2000, on était très intra-établissement. Donc on gérait on va dire la prise en charge des patients au sein d'un établissement. La particularité qu'on a chez Evolucare, c'est qu'on fait plusieurs activités. Donc on fait autant du bloc opératoire, du soin de suite, de la maison de retraite. Et donc on voit bien que les patients, en fait, ils passent d'un établissement à l'autre. Et à partir du moment où la donnée est segmentée, bon, bah, ça diminue la capacité à bien prendre en charge le patient. Alors il y avait une petite peur justement sur ce partage des données il y a encore quelques années.
On ne voulait pas, par exemple, mettre en place un identifiant national. Alors, ce n'était pas qu'on ne savait pas faire, c'est qu'on ne voulait pas le faire pour éviter justement qu'on puisse recouper les bases de données et pouvoir utiliser la donnée de façon négative pour le patient. Donc, on voyait plutôt le côté négatif et risque que l'opportunité justement de mieux prendre en charge le patient. Bon, il y a des exemples assez simples à imaginer. Hein. Si on a un accident, on va aux urgences, les urgentistes ils repartent de zéro. Si on avait un dossier partagé qui met en place, enfin, qui permet d'accéder aux allergies, aux incidents, aux facteurs de risque, ça permet une meilleure prise en charge. Donc pour moi, le fait de numériser, ça rend la donnée disponible à tout moment, à toute personne, en fonction des droits forcément, mais c'est surtout une énorme chance pour les patients d'être mieux pris en charge. Mieux prise en charge. Et alors maintenant, justement, l'évolution de ça, tout ça se modernise un petit peu. Donc, comme on disait, les trajectoires, il faut absolument rendre les données interopérables pour qu'elles puissent être partagées. Alors, je dis partagées, pas forcément dupliquées, parce que l'objectif, c'est pas non plus de dupliquer toutes les données dans différents entrepôts, mais plutôt peut-être essayer de les rendre accessibles, parce qu'elles sont normées et qu'on met en place des façons d'y accéder, et de façon exhaustive. C'est ce qu'on disait, parce que si on n'accède que à certains petits bouts de données dans certains entrepôts, l'objectif, c'est d'avoir une vision globale, surtout que maintenant, avec les systèmes d'intelligence artificielle, le global, c'est-à-dire la donnée en énorme quantité concernant un patient, ce ne serait pas un problème d'être traité. Un humain ne peut pas traiter comme ça 800 comptes rendus concernant un patient. Maintenant, il va commencer à y avoir des systèmes techniques qui permettront de faire des synthèses, mais synthèses à partir de l'ensemble des données du patient. Donc, il ne faut pas en effacer. Nous, par exemple, on a des nouvelles approches. Moi, je suis le directeur innovation, hein, donc je profite aussi des évolutions technologiques pour mettre en place des nouvelles solutions qui permettent justement une meilleure prise en charge. Quand on parle de médecine personnalisée, bon, il y a la médecine 4P, comme on dit, donc c'est personnalisé, participative, prescriptive, mais c'est aussi surtout participative. Je pense que de nos jours, maintenant, tous les citoyens, non pas patients, mais enfin, même citoyens et donc patients, pour la plupart, ont accès au numérique, ont même les réflexes numériques, ont un téléphone dans la poche, et donc maintenant, ils demandent à avoir accès aussi à leurs données et à être maîtres de leur parcours. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui vont dans ce sens, hein, avec mon espace santé, des choses comme ça. Et c'est plutôt bien. Mais ne serait-ce que pour la surveillance, nous on a un système par exemple de surveillance en ambulatoire. L'ambulatoire, jusqu'à maintenant, sans justement le numérique, c'est l'hôpital qui passait un coup de fil dans les 24 heures pour savoir comment ça allait. Maintenant, on peut mettre en place des systèmes avec des tablettes ou des applications qui permettent de continuer à communiquer avec l'hôpital. Alors communiquer, ça ne veut pas dire prendre du temps hospitalier, hein, forcément, qui est précieux, mais faire en sorte qu'il y ait une application qui permette à un patient de pouvoir s'exprimer, de répondre à des questions, avec par exemple un petit robot, une intelligence, on a l'impression de dialoguer. Parce qu'il ne faut pas que la technologie non plus fasse un mur entre le corps médical et le patient, hein. Mais par contre, donc ça c'est le risque, on va dire, mais quand il n'y a pas de lien, justement, ça peut permettre de le mettre. Donc après, à un moment, il faut regarder vraiment les choses en face. Il faut se dire qu'est-ce qui existait et comment l'améliorer. Donc là, le fait de pouvoir surveiller un patient à domicile, parce qu'il va répondre à des questions, il va mesurer certains signes physiologiques, pendant 5 jours, par exemple, ça permet de le surveiller à distance par des outils numériques. Et finalement, d'être plus proche de lui que si on le laisse repartir tout seul. Ça, c'est l'utilisation, on va dire, primaire des données. Donc, il y a les données comme ça, en utilisation secondaire des données. Alors là, il faut la volonté du patient, c'est-à-dire dire, quand on disait que le patient veut bien partager ses données avec un médecin traitant, ça, c'est vraiment de l'utilisation primaire. Avec des équipes médicales comme des établissements de santé, ça, il le faut dans une organisation. Mais moi, je pense qu'il faut aussi que les citoyens veuillent partager les données à partir du moment où c'est sécurisé, que c'est anonymisé. Mais l'exploitation des données par les nouvelles technologies, c'est vraiment une chance pour la société de pouvoir fabriquer des systèmes qui vont vraiment aider à l'amélioration de la santé globale par la prévention, le dépistage, etc. Nous, par exemple, on a pu créer un service d'intelligence artificielle qui permet de faire le dépistage de certaines pathologies de la rétine, notamment chez les diabétiques, où c'est des maladies qui sont insidieuses, qui évoluent sans signes fonctionnels. Et en fait, quand on commence à avoir des problèmes de la vision, on va chez l'ophtalmologiste, où déjà c'est un peu long pour y aller.
mais en fait, c'est déjà un petit peu trop tard. On aurait dû le dépister avant. Mais ça, il n'y a pas assez d'ophtalmologistes pour prendre en charge ça. Donc le fait de pouvoir avoir un outil maintenant qui pourrait être utilisé par d'autres corps de métier pour faire ce dépistage aussi bien que l'ophtalmologiste, eh ben, ça permet de donner plus de chances aux patients, justement en faisant de la prévention. Et ça, c'est possible grâce justement à l'utilisation secondaire de données, c'est-à-dire des très grosses bases de données. Nous, on a fait un partenariat avec les hôpitaux de Paris et l'INSERM, et donc on a accédé à une base de données où on a 800 000 photos de rétine avec des annotations, et c'est ça qui permet de faire des systèmes experts qui derrière aident la population. Merci. C'est important de rappeler tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, hein, et notamment l'évolution aussi dans les esprits des citoyens sur le partage de leurs données. L'INS, on se souvient tous de la capacité qu'on avait il y a très longtemps déjà, et en fait du blocage parce qu'il y avait des craintes. Et ces craintes, on peut aussi les retrouver aujourd'hui quand on parle de robots conversationnels, par exemple, pour s'assurer quand même que la technologie ne brise pas ce lien entre le patient et son soignant, même si je pense que les soignants veillent vraiment à ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Nesrine, toi qui as plutôt l'habitude de travailler avec le monde des startups et donc de l'innovation et donc très souvent de la data, comment elles intègrent ça dans leur stratégie et est-ce que finalement elles arrivent à obtenir le carburant dont elles ont besoin pour innover et avancer, et dans les temps? Merci Cyril, et je suis ravie d'être ici sur cette table ronde sur ce sujet passionnant, parce que j'aime bien, il y a le mot démocratie au moins. Donc là, ça c'est... je ne veux pas trop questionner la suite, mais je laisserai Gérard le faire. Non, c'est important. Alors, sans surprise, je vais répondre que l'accès est difficile, mais très long. Donc je pense que si on prend la chaîne de valeur, où on a le patient d'abord, et puis le professionnel de santé avec un grand P qui inclut les établissements, et puis ensuite éventuellement l'exploitant des données qui peut être un académique ou un industriel. On a un petit peu cette chaîne-là, et effectivement, on demande aux patients de partager ces données avec l'hôpital pour l'usage secondaire, qui lui-même va partager ces données-là avec l'industriel, mais on ne demande pas forcément à cet industriel de le partager. Donc là, ça c'est un petit sujet, on peut revenir après sur l'espace européen et sur les interops et les API qu'on pourrait mettre en place. Pour vous donner assez rapidement, nous, les besoins aujourd'hui des startups, mais pas que, des PME qui développent des algorithmes, elles ont besoin de 3 choses. C'est d'avoir des données structurées et de qualité, des données qui soient conformes, dans un temps raisonnable. C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer d'éviter une de ces 3 conditions-là. Donc ça, c'est important. Alors, je vais vous donner des exemples. Sans citer des entreprises, je ne pourrais pas, mais plein d'entreprises, des pépites, qui ont des fondateurs à la base français, qui ont essayé de faire des choses aussi en France et qui ont dû aller aux États-Unis récupérer des données. Cette histoire-là, ce scénario-là se répète tout le temps. Et une fois l'algorithme développé, et pour le vendre, c'est même encore plus facile de le vendre aux États-Unis qu'en France, parce qu'on met 1 an ou 6 mois à avoir un rendez-vous avec un hôpital. C'est aussi ça la réalité d'une entreprise. Donc on a l'avant, on n'arrive pas à avoir les données, puis l'après quand on veut vendre. Donc effectivement, en termes d'attractivité, c'est assez compliqué. Et après, je pense qu'il faut poser les pourquoi. Pourquoi on a ces problématiques-là, et c'est très frustrant pour un entrepreneur. Qui d'ailleurs souvent a des médecins dans le board, voilà, donc il y a des questions scientifiques, c'est quelque chose d'assez carré, de ne pas comprendre pourquoi on lui refuse l'accès alors qu'il est prêt à mettre les ressources humaines et l'argent pour que ça soit fait dans un temps raisonnable et dans les règles de l'art. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui de pourquoi on n'arrive pas à partager ces données-là. Plusieurs raisons. La première, parfois elles n'existent pas en structuré. Donc il y a un travail immense à faire en amont. Et un temps incroyable à consacrer. La deuxième raison, et moi je dirais que c'est plutôt un prétexte, c'est de dire « Ah, mais il y a le RGPD ». C'est pas vrai. Le RGPD a 5 ans, aura 5 ans demain. Comment on faisait avant. Donc ça, c'est un gros problème, parce que, puis oui, derrière le consentement du patient aussi. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui bloquent et qui frustrent.
Et puis la troisième raison, c'est aussi l'absence de modèle économique un peu lisible ou sur lequel on pourrait compter, être un peu sur un standard où on pourrait s'y retrouver, pour en tout cas le domaine hospitalier public. Donc ça, c'est assez complexe, parce qu'on n'a pas le droit de vendre des données personnelles, hein, c'est puni par le code pénal, mais comment on peut demain valoriser tout le travail qui a été fait. Mais c'est ce qu'on fait pour les essais cliniques. Hein. Les essais cliniques, vous avez une tarification, un cadre par patient, parce qu'il y a une mobilisation administrative, il y a une mobilisation réglementaire, il y a une mobilisation du médecin qui fait la consultation, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, et donc il y a une tarification. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on prenne un peu exemple sur ça, ce qu'on a réussi à l'industrialiser, pour monter un petit peu en compétence. Donc pour ces trois raisons-là, effectivement, alors je ne parle même pas de la propriété intellectuelle, mais je pense qu'Alexandre pourra peut-être en parler, mais effectivement, nous on va sur le terrain, dans les négociations de contrats d'accès aux données pour monter les projets de recherche qui vont donner lieu à des algorithmes et des produits de santé, hein, dans les logiciels qui sont DDM, c'est moi en tant qu'hôpital, effectivement, j'ai une mine d'or, je veux récupérer un gain à un moment. Donc qu'est-ce que j'ai forcément, vous allez me payer parce que je vais faire pas mal de choses, donc la mise à disposition, donc pour que j'amortisse mes coûts, grosso modo. Deuxièmement, vous allez développer quelque chose que vous allez vendre. Est-ce que je peux avoir des commissions sur les ventes? C'est comme ça. Hein. Je appelle un peu cash, mais c'est un peu ça la réalité. Je vais avoir des commissions sur les ventes. Je vais avoir 1%, 2% sur des ventes qui se passeront en France dans les 3 prochaines années. Point. Parce que juridiquement, il faut quand même donner un périmètre à tout ça. Ou je vais plus loin, donc là, je vais avoir des parts, des participations dans l'entreprise. Alors, quand on est une start-up, voilà, c'est qu'avoir un acteur public dans son board, ça peut être lourd. Faut se le dire, ça peut être lourd à faire, voilà, mais c'est en plus capitalistiquement très compliqué. Donc, ce qui fait qu'on arrive là, versus les États-Unis de OK, vous allez nous aider, moi, établissement, à créer un data lake, parce que comme l'a rappelé Gilles, on n'a pas des grosses bases de données, donc il faut les créer. Super, vous allez payer mon data lake, donc ça me suffit derrière. Donc moi, je m'engage à vous partager parce que derrière, il est créé, je peux le valoriser avec d'autres. Point, ça s'arrête là. Et ça va vite. Et il y a un plan. Et donc moi, je pense que c'est une question d'état d'esprit, parce qu'on a quand même l'intelligence, les ressources, les cerveaux, et des outils pour le faire, et faire autant qu'outre-Atlantique. Mais il faut avoir l'état d'esprit. Et je pense que là, il y a peut-être une petite divergence encore. C'est en train d'arriver, voilà, c'est en train de se caler. Il y a une petite divergence un peu de pensée entre les entrepreneurs qui veulent faire bien et vite, et peut-être le domaine hospitalier public qui est voilà, un petit peu encore en train de... Voilà, quand on entend que ça fait 1 an que c'est négocié, vous pensez bien que la question scientifique a évolué en 1 an et que la start-up elle peut disparaître en 1 an. Et ça, c'est dommage, parce qu'on parle de souveraineté. Souveraineté, je pense qu'on est tous contents d'utiliser des outils français et européens. Et pour qu'ils puissent exister et continuer d'exister et grandir, il faut qu'on les aide. Et ça, on alimente en données, on fait des partenariats et qu'on les achète dans un temps raisonnable. À un prix aussi équilibré. Donc ça, c'est un peu, je pense, pour moi, le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que ça, voilà, un petit peu de frustration. Mais pour donner quand même un peu d'optimisme, on a vu post-pandémie et puis toutes les décisions qui ont été prises récemment par le gouvernement, etc., qui a vraiment donné un boost aux entrepôts de données. Voilà, vraiment tout cela. On voit quand même un regard différent qui est aujourd'hui porté sur la France. Même par des fonds d'investissement. Donc voilà, on dit il se passe quelque chose, c'est en train d'accélérer, c'est en train de casser un peu les codes. Donc sur les prochaines années, on peut peut-être compter dessus et on pourra aller chercher des données, faire plus d'essais cliniques, faire plus d'IA, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, donc ça c'est super. Et maintenant, il faut s'armer. Merci, oui. Merci de ton message quand même assez positif, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de difficultés, de freins, qui sont d'ailleurs pas forcément là où on les attend. Hein. C'est-à-dire qu'on met souvent le RGPD en avant, mais finalement, ça n'en est pas forcément un. Mais peut-être éviter à chaque nouvelle innovation entre une start-up et un établissement de repartir à zéro. Il y a peut-être des choses un peu après-mâchées qui pourraient être réutilisables pour se poser les bonnes questions, être sûr qu'on se pose les bonnes questions et aller plus vite. Alors, Monsieur le Président de France Asso Santé, cher Gérard, c'est la partie démocratie, là, donc attention, hein, démocratie sanitaire. Alors, je t'ai vu faire la moue quand j'ai interrogé Lise tout à l'heure, notamment en citant
cette enquête européenne. Hein, mais vous avez chez France Asso Santé avec le Helzata Hub et Paris Santé Campus. L'UFC que choisir fait partie de France Asso Santé, donc voilà. Voilà, bon, très bien, alors on n'en dit pas de mal. On ne va pas dire du mal de l'étude de l'UFC que choisir. Les nôtres sont d'ailleurs quasiment similaires. Hein. Mais d'ailleurs, celle que vous avez publiée suite à la conférence de consensus organisée début avril, elle fait passer un message peut-être plus positif, non? Qu'est-ce que vous en dire? Plus positif, non, c'est très 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 intéressant ce que vous dites, et ça repose, je voudrais revenir quand même sur le titre. Ça repose quand même le titre, les données de santé, la démocratie en santé, l'impossible équation. Heureusement que vous avez mis un point d'interrogation, parce que en vous entendant, ce n'est pas l'impossible équation, c'est l'indispensable équation. C'est obligatoire. Si demain, on développe les données en santé sans mettre en avant les valeurs qui fondent notre démocratie, pas simplement sanitaire, mais notre démocratie tout court, on va à la chalie, on va à l'autoritarisme, on a tout perdu. Donc on voit bien qu'on est bien obligé aujourd'hui de considérer et d'avoir une véritable stratégie politique avec véritablement du sens, du recueil, de quelles données de santé aussi on recueille, de l'entrepôt des données de santé, de l'utilisation de ces données de santé d'abord pour soi-même et après pour la collectivité, avec une vraie vision stratégique politique d'un système que l'on met en place. Donc une vraie démocratie qui doit bien s'adapter. Évidemment, il faut des règles. Il faut mettre en place des règles. RGPD, on peut toujours en dire ce qu'on veut, mais bon, voilà. Et donc, ces règles-là doivent être effectivement établies avec l'ensemble des citoyens. Et ce qui était assez remarquable ces dernières années, par rapport à ce qui a été fait depuis une bonne vingtaine d'années, c'est qu'on n'a jamais associé les citoyens au départ. Hein, le DMP, 2004, le P, très intéressant, le P, tout le monde connaît ma formule. Il a été partagé, il a été personnalisé, il a été souvent perdu. Voilà, parce que c'était quand même un système qui était administratif. C'était pour l'assurance maladie, c'était pour les remboursements, pour faciliter les professionnels de santé, etc., etc., et les liens avec l'assurance maladie. Le reste, on voyait. Donc on avait vu le développement de plein de logiciels, etc. Puis est arrivé 2018-2019, voilà, une vraie stratégie du numérique en santé, la maison de Dominique, et on est parti effectivement là-dessus, sur des bases, en associant les associations de patients, particulièrement, agréées du système de santé, dont nous-mêmes, véritablement dans la co-construction de cette véritable stratégie. Parce qu'effectivement, après avoir, nous aussi, été relativement réticents sur la donnée de santé, l'utilisation des données de santé avec le consentement du patient, etc. Hein. Souvenez-vous, les anciennes du masquage, des débats. Nous avons compris qu'effectivement, particulièrement dans le cadre des pathologies chroniques, l'utilisation de nos données de santé, partagées avec notre équipe de soins, dans un cadre sécurisé bien entendu et garanti sur le socle de la confiance, pouvait nous permettre d'être mieux soignés, le suivi à distance, etc., etc. Donc à partir de là, effectivement, il y avait une vraie vision politique, stratégique, de l'amélioration de mes soins en partageant mes données de santé. Premier point. Et donc, mon espace santé, qui est arrivé comme point d'orgue, qui est quand même une véritable révolution. Certains ont évoqué la loi du 4 mars 2002. Enfin, hier, dans cette salle-là, on l'a évoqué aussi. Cette loi du 4 mars 2002 a failli capoter parce que les médecins ne voulaient pas donner les informations aux patients. Le dossier médical, papier, mais pas tout. Aujourd'hui, dans le cadre de mon espace santé, c'est le patient qui donne les informations au médecin. Vous voyez, quand même, 20 ans qu'est la révolution. C'est passé un peu en douce, mais bon, maintenant, il faut construire et il faut surtout alimenter mon espace santé. Peut-être qu'on y reviendra. Donc, on voit bien que derrière cela, c'est maintenant comment on fait pour la réutilisation des données de santé. Alors, c'est vrai que nous avons la plus belle base des données de santé avec le SNDS, l'assurance maladie, qui sont quand même des données de remboursement. On n'a pas tout. Même si on a la meilleure, on n'a pas tout. On voit bien aujourd'hui que se développe, et c'est tant mieux, beaucoup d'entrepôts de données de santé dans les établissements de soins. Il faudra faire comprendre aussi aux médecins libéraux qu'eux aussi, ils ont des données de santé
et qu'il faudrait aussi quand même les sécuriser, etc., dans un cadre là aussi qu'il faut construire ensemble, et qu'il faudra aussi apprendre à les partager une fois qu'elles sont soit anonymisées, soit pseudonymisées, pour pouvoir effectivement arriver à pouvoir faire de la recherche d'une façon claire, transparente, et pour tout l'ensemble de nos concitoyens. Donc on voit bien que les données de santé ne se développeront, aujourd'hui l'évolution du numérique en santé, de l'intelligence artificielle et tout, ne pourront se développer que si effectivement nous mettons en place une véritable stratégie de la démocratie sur des valeurs qui sont les nôtres, avec la participation citoyenne d'une façon effective. Et en parlant de ça, c'est des études faites ou des sondages faits par l'UFC Que Choisir, mais nous aussi, on se rend compte que 70% de nos concitoyens aujourd'hui ont une approche favorable de l'utilisation des données de santé. D'abord pour eux, y compris même pour leur communauté, ou sous les conditions effectivement de sécurité, etc. Alors après le débat, c'est est-ce que ces données de santé, même sécurisées, etc., l'accessibilité à ces données de santé doit être aussi les industriels, les assureurs, etc. Ça, c'est un débat qu'il faut que nous menions tous ensemble d'une façon claire, transparente. Mais il y a nécessité de règles très, 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 très claires. L'utilisation pour l'intelligence artificielle, et effectivement là aussi, il faut que les choses se fassent d'une façon claire et transparente, avec véritablement une participation, une vraie participation. Pas simplement un consentement ou une consultation, c'est pas ça. C'est une vraie participation des usagers et des citoyens dans l'évolution de ce système de santé. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche-là, avec plusieurs prises de responsabilité et prises de position, et nous continuons effectivement à toujours à avancer dans cette démarche-là, en pointant les risques, que ce soit au niveau français, mais aussi au niveau européen, sur la citoyenneté, sur la souveraineté, sur la sécurité, évidemment, et le partage des données de santé. Merci Gérard, merci d'avoir mis en avant effectivement mon espace santé, et qui dit démocratie dit aussi confiance en la démocratie, et souvent d'ailleurs les études le révèlent, le partage est souvent lié à la confiance. On a très confiance à son médecin, on partage avec son médecin. Et les Français, Gilles, ont confiance en la sécurité sociale, et ça toutes les études le démontrent aussi. Alors comment la CNAM peut-elle transformer cette confiance, comment veut-elle transformer cette confiance en une meilleure utilisation des données de santé, notamment avec mon espace santé dont Gérard vient de nous parler? Oui, effectivement, la question qui est posée, c'est comment articuler finalement le pilotage par la donnée de santé et la démocratie sanitaire. On l'a vu précédemment, on peut effectivement utiliser les données pour optimiser les prises en charge des patients, faire évoluer les pratiques professionnelles et, in fine, améliorer la qualité des soins qui est délivrée. La démocratie sanitaire, quant à elle, elle implique de donner la parole aux citoyens pour qu'ils puissent participer activement aux décisions concernant leur santé. Et effectivement, ces deux approches, pilotage par la donnée de santé et démocratie sanitaire, sont à mon sens complémentaires. C'est-à-dire comment finalement favoriser la participation des citoyens en donnant accès aux données. Pour moi, il y a deux types d'informations qui sont effectivement disponibles, des informations dites collectives et des informations dites individuelles. Si je reprends les informations collectives, je vais reprendre mon exemple précédent d'un outil professionnel Visushir. C'est un outil qui a été construit avec les professionnels, qui est pertinent pour les professionnels parce qu'effectivement, ils ont les clés de lecture pour interpréter la donnée qui ressort de cet outil. Ils ont l'expertise suffisante, ils ont ce prisme de lecture qui leur permet d'avoir une décision pertinente par rapport à l'utilisation de cette information. Ces clés de lecture, les citoyens lambda ne les ont pas aujourd'hui. Donc la réflexion qu'on a, c'est-à-dire comment finalement on pourrait faire évoluer des outils professionnels dans une première phase avec des outils que je qualifierais de semi-professionnels, et dans une deuxième phase avec des outils plus, j'ai dit plutôt grand public, sans finalement perdre la pertinence de l'information qui est délivrée dans l'outil professionnel et sans dégrader quelque part sa qualité. Je vais reprendre l'exemple de Visushir parce qu'on a eu vraiment cette réflexion au niveau de la CNAM. Visushir aujourd'hui, qui est un outil professionnel, il donne des palmarès.
une palmarès par rapport à de l'activité, par rapport à de l'organisation, par rapport à de l'innovation qui est faite en chirurgie. On sait que tous ces éléments concourent à la qualité des soins qui est pluriréfectorielle. On sait qu'un établissement qui fait une grosse activité sur un type d'intervention, on sait que la qualité des soins est meilleure. On sait qu'un établissement qui est une organisation qui prend en charge les patients en ambulatoire, on sait que cette organisation est source de meilleure qualité. On sait que des établissements qui développent des récupérations améliorées après chirurgie, qui optimisent les durées de séjour, exposent moins les patients au risque d'infection nosocomiale. Donc on a bien tous ces éléments. Enfin, les professionnels connaissent bien tous ces éléments par rapport à la qualité. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a une quinzaine de jours. Un confrère médecin généraliste qui part en retraite, il est à Biarritz. Il me dit, voilà, je dois me faire opérer d'une prothèse totale de hanche. Est-ce que tu peux me conseiller des établissements où je pourrais effectivement me faire opérer? Aujourd'hui, on a les informations. Il suffit de 4-5 informations suffisent par rapport à ces éléments. Et effectivement, j'ai pu lui transmettre le nom d'un établissement. Sur les prothèses totales de hanche, cet établissement, il faisait 5 fois plus de prothèses totales de hanche que les autres établissements. Donc on sait qu'il y a une source de qualité. Il faisait des prothèses totales de hanche en ambulatoire. Donc ça veut dire que là aussi, il a mis en place une organisation qui est source de qualité. Et les patients qui prenaient en hospitalisation conventionnelle, ils avaient les plus courtes durées de séjour. Donc on sait que derrière, il y a moins de complications, moins de risques d'infection nosocomiale. Donc on avait bien cette information. Mais simplement, elle n'est pas accessible ou elle n'est pas, j'allais dire, immédiatement utilisable. Et la réflexion qu'effectivement on a aujourd'hui, c'est comment faire évoluer un outil professionnel où les chirurgiens ont les clés de lecture par rapport à l'utilisation de cette information vers un outil semi-professionnel, par exemple les médecins généralistes, par exemple les associations de patients, par exemple les patients experts qui ont déjà ce niveau d'expertise et qu'on pourrait accompagner dans la formation et d'information pour qu'ils puissent s'approprier cette information. Et j'allais dire dans un deuxième temps, parce qu'on peut très bien vulgariser une information sans la dégrader en termes de qualité, avoir un outil qui est grand public et qui serait tout aussi pertinent. Donc on voit bien au travers de cet exemple d'utilisation collective, on peut très bien effectivement faire évoluer un pilotage par la donnée en associant d'une manière assez forte la démocratie sanitaire. Donc ça, c'est sur les informations plutôt collectives. Si je parle un petit peu des informations plutôt individuelles, on a parlé effectivement de mon espace santé. Il y a beaucoup d'informations individuelles qui sont collectées dans ce dossier médical, on l'a dit, avec l'importance d'alimenter ce dossier médical, informatisé, de structurer l'information pour qu'elle soit utilisable. Ça, je pense que c'est un élément essentiel, même si aujourd'hui on a effectivement l'intelligence artificielle qui permettrait peut-être d'améliorer ces différents éléments. Et comment, finalement, cette information, comment aujourd'hui elle n'est pas ou elle est peu utilisée? Comment on pourrait la réutiliser? On peut très bien envisager de faire des campagnes de prévention ciblées par rapport à cette utilisation. C'est ce qu'on appelle l'aller vers. Imaginez qu'un patient diabétique qui n'a pas fait de fond d'œil pendant un an, on pourrait parfaitement le sensibiliser individuellement sur l'importance de faire son fond d'œil dans le cadre de son suivi diabétique, voire d'aller plus loin, de lui faire proposer un rendez-vous chez un ophtalmo. Enfin, on a aujourd'hui la capacité effectivement d'aller vers les assurés qui n'ont probablement pas cette information en tant que telle. Donc vraiment, je pense qu'entre pilotage par la donnée, démocratie sanitaire, utilisation des informations collectives, utilisation des informations individuelles, j'allais dire que tout est convergent pour qu'on puisse optimiser la prise en charge des patients, qui est quelque part l'élément clé qui doit structurer notre réflexion. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller dans des cas beaucoup plus pratiques et il faut vraiment y aller maintenant, parce que quand même, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on parle de ces différents éléments et on a quelques blocages encore probablement qui n'utilisent pas la donnée à bon escient. Merci. Effectivement, on a différents types de données et qu'on est capable aujourd'hui d'exploiter. La question, elle est quand même un peu souvent culturelle. Est-ce que finalement on est prêt à y aller? On en a parlé tout à l'heure avec l'INS, on en a parlé tout à l'heure avec le DMP, on en a parlé à plusieurs reprises. Non, mais elle est culturelle, mais quand on se rend compte que l'on
si on fait des conférences de consensus, si on mobilise, si on interroge l'ensemble de nos concitoyens, on voit que quand même, voilà, ils sont quand même relativement favorables. Moi, aujourd'hui, et je le dis d'une façon ici peut-être un peu provocante, il va falloir convaincre les professionnels de santé. Il faut convaincre les professionnels de santé à garnir effectivement les recueils de données de santé, mon espace santé, pour qu'on puisse avoir les bonnes données et après derrière pouvoir les utiliser. On a un souci aujourd'hui effectivement de pouvoir, mais c'est plus la responsabilité aujourd'hui des professionnels de santé. Alors derrière, bien sûr, il faut là aussi redonner de la valeur à ce travail-là des données de santé. Ça va transformer le métier des professionnels de santé, ça va leur permettre de mieux soigner, de mieux suivre, de mieux accompagner leurs patients, mais aussi l'ensemble de leur patientèle sur un territoire donné, parce qu'on peut faire effectivement des registres sanitaires sur le territoire. Ils peuvent aussi, et je pense que ça aussi c'est dans leur intérêt, ils peuvent aussi participer à la recherche. Je pense qu'il n'y a pas que simplement quelques instituts de recherche qui doivent participer, mais tous ceux qui font de la donnée de santé, les médecins généralistes et d'autres infirmiers et autres, peuvent aussi participer effectivement à cette recherche-là. Donc, je trouve qu'il faut redonner du sens, il faut donner, pas redonner, mais donner du sens, de la valeur à cette nouvelle culture du recueil de la donnée de santé, mais pour les citoyens, mais aussi pour les professionnels de santé. En fait, professionnel de santé, patient, même combat. Je partage mes informations, mais quel retour j'en ai finalement? Quel retour j'en ai pour l'amélioration, effectivement, collective, individuelle et collective, pour l'amélioration de notre système de santé. Mais ça, c'est une évidence. Absolument. Alexandre, le secteur industriel, et bien sûr, on compte beaucoup sur le secteur industriel pour nous aider, hein, justement, non seulement à capter cette donnée, mais aussi à la restituer de façon simple, avec, bien sûr, moderne, intelligence artificielle, tu en as parlé tout à l'heure, mais quelles difficultés est-ce que vous rencontrez? Et ce que je prolongerai un peu cette question avec ce qu'a dit Nesrine tout à l'heure, c'est comment finalement, pour avoir ce retour auprès du patient ou avoir ce retour auprès des professionnels, comment finalement la donnée pourrait circuler dans les deux sens? Tout à l'heure, il a dit aussi, il y a les données à l'intérieur de l'établissement et puis il y a les données qu'on peut partager à l'échelle d'un territoire ou autre parce qu'un patient va se déplacer, va changer de structure. Moi, je dirais, c'est assez culturel et les choses aussi évoluent. Hein, parce que quand on parle maintenant de la jeune génération des digital natives qui sont nés dans le monde numérique, et eux, ça les gêne beaucoup moins de partager la donnée. Hein. Ceux qui, les comptes Facebook, quand ça a apparu dans les années 2000, c'est tout le monde poussé de la donnée, quoi. Maintenant, voilà, on photographie son plat avant de le manger. Enfin, pardon. Ouais, donc, on disait le partage devient presque naturel. Il y a beaucoup moins de méfiance. Alors, il y a moins de méfiance, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention, on est d'accord. Puis après, il y a une différence entre les données personnelles et les données de santé, qui sont encore plus sensibles. Mais l'accès et le partage de données, les personnes qui font des jogging avec les petites montres, ils vont aussi partager les scores avec une communauté. Donc ça deviendra de plus en plus facile. Après, c'est vrai que faut voir qui produit la donnée. Si c'est des outils portés par un citoyen, il en fait plus facilement ce qu'il veut de la donnée. Quoique, après, il faut toujours faire attention à la réutilisation de la donnée sans consentement, forcément. Et après, il y a la donnée faite produite par les professionnels qui, dans ces cas-là, doivent aussi consentir à la partager et faire l'effort de la partager. Bien qu'il faille les moyens pour ça, c'est-à-dire que quand on a des données qui sont enfermées dans un système, il faut bien que ce système soit capable de communiquer la donnée. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un effort particulier qui a été fait depuis 3-4 ans, quand on voit ça avec 30 ans de recul, sur justement tout ce qui est structuration, partage. On voit qu'il y a vraiment, pour moi en tout cas c'est personnel, mais je pense que c'est un peu partagé, il y a vraiment eu une vraie stratégie, comme on disait, qui a été mise en place, et on voit vraiment dans le bon sens, pour moi. C'est moins chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin, c'est vraiment, il y a une stratégie de partage, et pour moi c'est très bien. Après, pour pouvoir créer de la valeur à partir de ces données, donc surtout on va dire, si je ne pars pas trop du partage de données entre professionnels, des trajectoires, de la prise en charge, j'en ai un peu parlé avant, mais plutôt l'accès aux données pour pouvoir l'utiliser par l'intelligence artificielle, par exemple. Donc ça,
Je pense qu'il y a quelques mois, il y a la ChatGPT qui a éveillé aussi les consciences. Parce que jusqu'à maintenant, quand on parlait d'intelligence artificielle, c'était oui, bon, certains y croyaient pas trop, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Là, je pense qu'on va vraiment passer dans un nouveau monde où la donnée pourrait être exploitée par l'intelligence artificielle. Alors pour ça, il faut que la donnée soit de qualité, forcément, parce que l'intelligence artificielle, ça ne fait que reproduire ce qu'il y a dans les bases de connaissances. Donc pour ça, il faut déjà que les bases de connaissances soient bonnes et soient accessibles. Donc on parle du temps, du coup, de négociations pour aller accéder à des données dans des hôpitaux. Alors autant on a de plus en plus d'opportunités par la donnée, mais le temps, j'ai l'impression, s'allonge. Il y a quelques années, c'était plus facile, alors, toujours dans des cadres de projets collaboratifs avec des accords de consortium, mais c'était beaucoup plus facile d'accéder à la donnée. Là, ça s'est vraiment rallongé. Alors je pense, comme on disait, il y a peut-être le RGPD, mais ça finalement, ça peut aller assez vite. Il y a le consentement du patient, forcément, mais le patient en général consent. Moi, je pense que c'est surtout le blocage venait de la valorisation, parce que les établissements savaient que justement les données avaient de la valeur, mais ils ne savaient pas comment la valoriser. Et en attendant de savoir la valoriser, ils la stockaient pour éviter de se faire avoir, en gros. Donc moi, je pense qu'il faudrait, pour accélérer, vraiment proposer des modèles de valeur en fonction des quantités et des qualités de données qui soient un peu universelles et qu'on n'ait pas à réfléchir avec l'établissement ou à négocier avec les SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, où chaque petit industriel, PME, start-up doit renégocier en ne connaissant pas du tout le modèle ou comment s'y prendre. Et après, alors là, il y a encore aussi un effort qui est fait en ce moment, je pense, c'est sur la structuration de la donnée. Alors même si l'intelligence artificielle peut maintenant restructurer à la volée, c'est quand même mieux de structurer par défaut et surtout de parler le même langage. C'est-à-dire que moi, si je fais une intelligence artificielle à partir des données d'un établissement pour que ce système soit utilisable dans un autre établissement, il faut qu'on parle le même langage. Donc pour ça, il faut normer aussi les données. Donc là, maintenant, la France a ratifié la SNOMED-CT. Donc on va pouvoir justement faire des outils qui soient aussi exportables à l'international. Parce que l'objectif dans ce genre d'outils, et pour créer de la valeur au niveau de l'industrie, c'est pas juste de prendre en charge le patient français, même si c'est un des objectifs principaux, c'est aussi de pouvoir exporter cette valeur à l'international. Et pour ça, il faut qu'on travaille sur des données structurées et normées au niveau international. Et après, je pourrais peut-être finir sur un petit truc aussi, c'est la donnée, elle sort plus de l'hôpital, en gros. Avant, on pouvait encore, dans le cadre d'accords de consortium, exporter de la donnée. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les hôpitaux qui vont mettre à disposition des serveurs sur lesquels on va venir déployer les outils pour faire de l'apprentissage en local. Alors ça, ça peut être une solution, on va dire. En effet, l'hôpital a plus l'impression que sa donnée, elle part pas, parce que c'est pas parce qu'on a un consentement pour faire... Le consentement, c'est pas j'ai le droit d'utiliser la donnée pour en faire ce que je veux. C'est pour un usage particulier. Sauf qu'à partir du moment où la base de données, elle est partie dans la nature, on peut un peu douter vraiment avoir confiance et l'utilisation. Est-ce qu'elle sera vraiment que pour l'usage revendiqué? Donc le mieux, c'est peut-être en effet de garder ces données et de faire venir les industriels, les startups. Mais pour ça, il faut mettre à disposition les bonnes machines, les bonnes puissances de calcul et que ça puisse marcher. Après, nous, on travaille. Il y a aussi une autre façon de faire. C'est l'apprentissage fédéré, par exemple, où on va pouvoir apprendre en partie, donc sans beaucoup de puissance, commencer à apprendre, on va dire, près des bases de données, dans les hôpitaux, sur les plateformes ou les entrepôts de données, et exporter vers le reste du réseau de neurones, en fait, qui est chez l'industriel, pour finir d'apprendre et d'apprendre de différentes sources de données. Parce que pour être robuste aussi comme intelligence artificielle et comme service, c'est-à-dire pour pouvoir être utilisé après dans tous les environnements, le mieux c'est encore d'apprendre sur une multitude de bases de données. Et pour ça, il y a des nouvelles technologies qui vont permettre peut-être de fluidifier les choses. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et en plus une volonté politique qui va dans le bon sens. Donc on va y arriver. Merci. Donc on a souvent l'habitude de râler un peu sur les normes en France, mais finalement on s'aperçoit que les normes de temps en temps ça peut être utile. SNOMED-CT, FHIR, ce sont des choses qui sont finalement très utiles pour pouvoir développer non seulement pour la France, mais aussi pour l'export d'une certaine manière.
je voulais juste rajouter un petit truc quand même, parce qu'une fois qu'on a eu accédé aux données, qu'on a réussi à faire des modèles, donc déjà ça peut prendre un certain temps, donc là on vient de voir comment on pourrait peut-être accélérer les choses en proposant des modèles déjà de royalties, etc. Il y a après le marquage CE, pour moi qui reste un vrai sujet, avec la nouvelle réglementation européenne, où là maintenant, pour faire un marquage, il faut attendre 1 an. Moi j'ai déposé un dossier, là j'ai déjà la techno, le dossier il est fini, mais on me demande 1 an pour avoir le marquage. Donc l'accès au marché, quand on parle d'accès au marché et de pouvoir être plus performant que les Américains ou que parce que, alors je dis pas que la FDA c'est plus facile, mais en tout cas au niveau du marquage CE, il y a vraiment un goulot d'étranglement dû à cette nouvelle certification où tout le monde doit recertifier ses dispositifs médicaux et du coup c'est la file d'attente. La file d'attente, je crois que c'est un des éléments de la feuille de route. Nesrine, on peut finalement on peut faire tout ce que nous dit Alexandre et être conforme au RGPD? Oui. Très rapidement. Rapidement. Oui. Non, je pense que c'est une question de volonté et encore une fois, je disais d'état d'esprit. Nous, on se retrouve parfois du côté établissement de santé, parfois du côté entreprise. Mais bon, comme on est nous-mêmes une jeune entreprise, donc avec cette volonté d'aller vite, quand on est du côté hospitalier, quand on reçoit des projets de recherche, qui soient internes d'ailleurs ou avec des industriels, on met en place des process. Donc on va vite, voilà ce qu'on veut, c'est des checklists, on a en plus dans les réutilisations de données, on a des dispositifs qui sont des méthodologies de référence. Et donc sur la réutilisation de données, on a la AMR 004 qui nous permet de réutiliser les données si on répond à toute la checklist, sans même demander le consentement du patient, c'est en l'informant pour qu'il puisse s'opposer. Donc on n'attend pas un oui. Voilà, en plus de tout le reste. Donc il y a forcément des besoins de mesures de sécurité à mettre en place, faire une analyse de risque, ça c'est du bon sens. Donc ça peut aller très vite. Donc à partir du moment où on a les données structurées et une volonté et que l'établissement a on va dire sa tracklist de ce qu'il veut en retour, le réglementaire ne pose pas de problème. Là où ça peut poser problème, et nous on l'a vu quand on est du côté, cette fois-ci entreprise, c'est quand on n'a pas vraiment de DPO en face dans l'hôpital. Ou alors un DPO qui en fait n'a pas été formé à ce métier parce qu'en fait il fait plein d'autres choses en même temps. Et donc, alors sur le soin, ça arrive un petit peu à gérer, mais alors on parle de recherche, de méthodologie de référence multicentrique avec des transferts de données en dehors de l'Union. Enfin voilà, il peut y avoir des projets comme ça. Là, effectivement, on peut peut-être un peu perdre la personne. Et on peut comprendre, hein, c'est quand même une responsabilité. Il ne prend pas la décision, mais il conseille. Et donc là, on peut avoir des petits freins. Et donc, on peut temporiser les projets, ça prend du temps. Donc là, il y a un manque de ressources et de ressources formées sur ces sujets-là de niche, même dans les très très grands établissements. On ne peut pas être complètement parfait surtout, et surtout que la réglementation évolue tout le temps. Donc il faut être vraiment tout le temps à jour. Enfin, nous, avec mon équipe, on a un fil Slack, tous les jours, il y a des nouveautés, quoi. Et pas que Facebook qui se prend 1 milliard, hein. C'est des nouveautés surtout. Donc du coup, il faut être très agile. Pas forcément le propre d'un hôpital quand on connaît tout le fonctionnement, etc. Et puis il faut aussi sensibiliser tous les acteurs de l'établissement à solliciter son DPO, son équipe informatique, sécurité. Et on voit des établissements qui arrivent parce qu'ils ont mis des cellules et qu'il y a une proximité, donc il n'y a pas cette peur. Mais c'est vrai que nous, parfois, on a été confrontés à des DPO où on a un mur. Et c'est dommage parce qu'on peut au moins parler. Est-ce qu'on se mettra d'accord? Est-ce qu'on peut au moins parler? Mais on a un mur tout de suite parce que c'est une entreprise qui veut faire de l'IA. Donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est, je pense, un peu un état d'esprit à changer et des ressources à former là-dessus. Et sur les patients, en règle générale, pour donner un retour, nous, parce que notre solution qui permet enfin de faire de l'information individuelle, peu importe l'échelle, hein, qu'on parle de 100 patients à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions quand c'est le cas des anthropos, on a très peu d'opposition, mais on a plutôt des patients qui demandent des retours. C'est-à-dire, mais en fait, ça a donné quoi? Quand est-ce que je saurai plus ou moins ce que ça a donné, mais sans donner des choses confidentielles, hein, mais voilà, quand vous informez des patients, vous en avez une étude sur 2000 patients, vous informez les 2000, ne serait-ce que leur dire, merci, vous êtes 1900 à ne pas avoir dit non, on va pouvoir lancer le projet, ça va pouvoir nous débloquer, on va pouvoir faire ça, etc. Bah, c'est extraordinaire. C'est déjà un premier retour. Donc du coup, c'est plutôt ça, on va pas on va dire de défiance de prime abord, mais je pense que si on ne fait pas ce travail-là, comme le dit Gérard, et puis c'est le mot démocratie, on va avoir de la défiance. Et ça, c'est un peu dommage.
Voilà, donc peut-être prendre ce temps qui n'est pas voilà, si compliqué que ça et le faire. Alors on parlait beaucoup, c'est vrai, des réseaux sociaux, mais c'est vrai que bon, les réseaux sociaux, c'est un peu le miroir de notre personnalité marketée, hein, donc on met un peu ce qu'on a envie que les autres voient. Mais si je peux un peu faire... Tu me donnes une minute, John 50 secondes. Une petite expérimentation que j'aime beaucoup faire, si je peux demander à tout le monde de prendre son téléphone. Je pense que tout le monde a un téléphone. Dans sa main, voilà, vous ouvrez le dernier message que vous avez reçu, que vous avez envoyé. On va faire un petit essai clinique. Tiens. Donc, vous ouvrez le dernier message. Donc là, jusqu'ici, ouais, message, mail, comme tu veux, etc. Et je vous dis, transférez votre téléphone à votre voisin de droite. Il y a un film comme ça, hein. Tu le connais, là, le SMS là. Ouais. On a tous un jardin secret. Jamais. Non, en plus, je sais pas vous ferez ça après la conférence, s'il vous plaît. Je veux pas de. C'est à des textos du président. Donc, on a tous quelque chose à cacher, mais vous voyez, je vous ai dit, au début, vous avez suivi, vous avez un temps de réflexion. Voilà. C'est ce temps-là. C'est tout bête, mais le fait d'informer le patient, c'est dire ah, mais ça, peut-être que je veux pas partager avec tel acteur, ou oui, avec tel acteur, etc. Mais ça, c'est nécessaire et ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais par contre, il faut améliorer la littératie. Alors, quand vous avez 15 pages de notices d'information, bon, voilà, vous n'allez peut-être pas les lire, mais faire un petit peu un effort. Alors, il y a plein de gens qui marketent plein de produits qui sont futiles et qui sont peut-être mauvais pour la santé. Et moi, je dis aux chercheurs, vous marketez même pas ce que vous faites. Alors que c'est bon pour l'intérêt commun. Mais faire une illustration, ça prend 1 heure directrice com, et puis le patient va mieux comprendre. La notice sera toujours là parce que ça fait plaisir aux autorités, mais il va mieux comprendre et ça va valoriser votre travail parce qu'il n'a aucune idée que sa vie se a donné à une seconde vie et que vous faites autre chose que lui faire sa prise de sang ou son IRM. Donc ça, c'est super important pour nous et c'est comme ça qu'on va créer la confiance. Juste ce retour. Et nous, on a des retours de patients qui, malgré le fait que ce soit une information avec droit d'opposition, c'est-à-dire qu'on leur dit clairement que dans un délai de 3 semaines, s'ils ne répondent pas, on peut démarrer le projet, merci, ils répondent sciemment en disant, voilà, et puis certains par courrier, parce que c'est des personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui répondent aussi par courrier, qui disent, non, merci de m'avoir informé, je vous autorise. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir vraiment un écosystème un peu vertueux et durable en faisant un pas vers l'autre. Merci. Donc toujours ces questions de culture, de temps et d'appropriation finalement, de formation. Et ma dernière question à Gérard, c'est bon, souvent bien sûr là on est entre personnes qui connaissons le sujet, qui en parlons régulièrement, mais finalement sur le terrain, comment ça se concrétise? Est-ce que les usagers dans les établissements ont un accompagnement pour se positionner? Oui, enfin dans le cadre de la stratégie du numérique en santé, on a fait plusieurs tours de France, on est reparti encore dans la feuille de route, il y a des ambassadeurs. Le travail aujourd'hui fait par les associations de patients sous l'égide de France Asso Santé est important, hein, dans tous les territoires, dans toutes les régions, on met des organisations, des webinaires qu'on a mis en place avec aussi le Hub Data qui fonctionne. Le premier webinaire de vulgarisation sur la réutilisation des données de santé que nous avons fait il y a 15 jours, il y avait 800 personnes. Incroyable. Le sujet intéresse. Donc on voit bien qu'il y a une appétence aujourd'hui à mieux connaître ce que sont les données de santé et il n'y a pas une véritable opposition, tu le dis très bien. Donc voilà, il va falloir continuer à travailler sur cette confiance-là, ne pas la perdre, parce que là, ce serait terrible, effectivement. Donc ça va prendre du temps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le point de sensibilisation, c'est celui des professionnels de santé qui comprennent qu'effectivement, l'utilisation, le recueil et l'utilisation des données de santé va transformer leur métier, transformer en bien, en mieux. Et là, on sent quand même qu'on a une réticence. On le voit bien d'ailleurs. Il y a les hôpitaux qui commencent à dire « c'est mon trésor, c'est à moi ». On a eu ça avec l'assurance maladie. Maintenant, c'est chaque hôpital qui dit « oh là là, c'est à moi ce truc-là, on va surtout pas ». Alors que c'est totalement dérisoire. On est dans un siècle totalement dépassé. Et je suis heureux de voir qu'une grande majorité des patients est aujourd'hui beaucoup plus proactive que les professionnels de santé.
Merci. Un travail a été fait aussi avec l'hôpital, même si Oui, le problème, c'est pas tant le Lévert. partage que de partager de la donnée de qualité. C'est-à-dire que c'est pas simplement ouvrir ses bases, c'est tout le travail à Ça, c'est faire un autre sujet. pour que la data elle puisse être Ça, exploitable. c'est un autre sujet. Il faut savoir quelles données on recueille, pour Voilà. savoir pour quel objectif. Hein. Donc, effectivement, recueillir de la donnée pour recueillir de la donnée, au bout d'un moment, on va se trouver devant le mur. Parce que, ah non, ah, ben ça, je ne l'ai pas. Je vais faire une étude sur les insuffisants respiratoires fumeurs, et bien on ne l'a pas. L'assurance maladie ne peut pas nous donner les insuffisants respiratoires qui ont des appareils d'apnée du sommeil et qui sont fumeurs. On n'a pas ça. Donc voilà, donc il y a quand même encore un peu de travail. À faire. Un peu de travail. Merci. Bien, Lise, tu nous as mis l'eau à la bouche tout à l'heure avec les projets portés par l'AIS qui embarquent tous les enjeux liés aux données de santé. Donc, pour finir cette conférence sur l'indispensable équation entre pilotage par la donnée de santé et démocratie sanitaire, quels sont finalement tous ces projets que vous avez déjà en magasin ? Alors, je vais essayer en plus, en décrivant un petit peu ces projets concrets sur lesquels on va travailler, de faire un lien, parce que finalement, à travers toutes vos interventions, je vois des points d'achoppement qui connectent vraiment avec ce qu'on essaie de porter et avec cet angle finalement patient qui est de la même façon que les données, c'est un petit peu omniprésent dans la stratégie d'innovation en santé. Je pense que l'angle accès patient et bénéfice pour le patient, il est fondamental, c'est l'esprit vraiment de ce que veut porter l'Agence de l'innovation en santé. Donc peut-être sur le sujet effectivement de cette harmonisation, de cette structuration, de cette organisation du recueil et de la qualité des données de santé, donc peut-être en prenant le focus entrepôt de données de santé qui est un gros objet France 2030 effectivement avec 75 millions d'euros à travers les 2 vagues et déjà 6 lauréats annoncés. L'objectif, au-delà de la structuration de ces entrepôts de données santé, CHU ou petite grappe de CHU par grappe de CHU, c'est de faire un réseau de structurer de la donnée, de partage de données. Et ce qu'on leur a demandé aussi dans le cahier des charges, c'est de réfléchir effectivement à cet enjeu du partage et des partenariats publics-privés et de la capacité justement à sortir un petit peu de cet écueil et de ces difficultés que vous remontiez pour vous, petites entreprises notamment, à avoir des projets de recherche en lien avec les établissements de santé. Donc je pense que ça c'est une première pierre à l'édifice collectif sur cette structuration de la donnée qui va vraiment aider. On va peut-être aller un peu plus loin aussi côté agence en connectant avec notre ambition vraiment d'accélérer et de simplifier les process administratifs et réglementaires sur tout le volet de transfert de technologie. Je fais une petite digression au-delà de la donnée, mais ça rejoint un petit peu l'enjeu du transfert de technologie et de la valorisation. Et la donnée, ça en fait partie. Et ce qu'on aimerait beaucoup, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, et vous l'avez rappelé sur RGPD, souvent ce qui bloque dans RGPD, c'est pas tellement la législation, mais c'est aussi la surinterprétation parfois qu'on en fait. Et certains peuvent se mettre des freins, pas nécessairement de façon volontaire, mais parce que voilà, on veut être prudent et on veut être trop prudent parfois. Donc là, l'objectif, évidemment, ça va être essayer d'harmoniser. Comme vous le disiez, hein, on va dans le bon sens, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais maintenant, il y a peut-être besoin aussi de se mettre autour de la table et de voir comment on peut simplifier les choses, les harmoniser, tout en restant dans un cadre sécure pour les patients et pour la collectivité. Donc voilà les enjeux qu'on va travailler avec un de nos experts au sein de l'agence qui travaille spécifiquement sur ces enjeux de transfert de technologie et qui va aider justement à tout ce qui va concerner la valorisation aussi du sujet des data. Un deuxième aspect important qui, là aussi, je pense, va avoir un impact majeur pour le patient, c'est sur l'enjeu de la recherche clinique. Alors d'une part, avec la DNS, il y a des travaux qui sont faits sur la structuration d'une plateforme nationale d'identification de tous les essais cliniques en France. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est appelé de ses voeux, notamment par France Assos Santé et par beaucoup d'acteurs en France. C'est fondamental aujourd'hui que les patients puissent avoir accès à ces informations-là et aussi, et ça je vais reconnecter avec des enjeux sur le groupe de travail Nouvelles Méthodos, qu'on ait une capacité à inclure plus vite les patients dans les essais cliniques, donc à mobiliser de la data pour savoir, et on l'abordait tout à l'heure sous l'angle comment identifier les patients diabétiques, insuffisants rénaux ou atteints de telle ou telle pathologie. On a cet enjeu-là pour pouvoir aussi accélérer l'inclusion des patients dans les essais cliniques. Vraiment, c'est fondamental, y compris les essais de phase précoce. Donc on va traiter cet enjeu de recherche clinique à travers cette capacité effectivement à aller chercher les patients. Ça va se traiter aussi par l'enjeu de décentralisation et digitalisation de la recherche clinique, parce que là aussi c'est pareil, on aimerait faciliter la vie des patients, et là il y a un groupe de travail qui se monte en lien avec FCRIN d'ailleurs, pour pouvoir comprendre un petit peu comment faciliter la vie des patients
et mener des essais cliniques tout en leur permettant de rester chez eux aussi dans la plupart des cas. Et ça va se manifester de plusieurs façons. Donc d'une part, en mobilisant les soins primaires. Et donc de la même façon qu'on va travailler sur des entrepôts de données de santé, on va aussi travailler sur les entrepôts de données de santé en ville. D'ailleurs, il y en a un qui a été financé via France 2030, hein, le réseau P4DP de mémoire. En tout cas, il y en a un premier qui a été financé. On va aller plus loin sur cette capacité à mobiliser la ville, mais je pense que c'est fondamental. Et donc permettre aussi de comprendre les cahiers des charges des établissements de santé pour pouvoir aller vers cette décentralisation, parce qu'il y a un certain nombre de freins évidemment à la fois réglementaires et logistiques. Et donc ça, on va essayer de le résoudre avec eux pour faciliter encore une fois la conduite des essais cliniques en ville. Et ça veut dire aussi être capable, là encore, de réexploiter les données secondairement pour pouvoir mener des essais cliniques aussi avec des bras synthétiques, notamment comparateurs, hein, pour pouvoir là aussi accélérer le développement de la recherche clinique. Et dans le cadre du groupe de travail sur les nouvelles méthodologies qu'on lance avec FCRIN, on va aussi aller sur des cas d'usage très concrets pour faire la preuve finalement de la valeur de ces nouvelles méthodologies. Et on a en particulier lancé trois groupes thématiques. Un premier dont l'objectif va être de garantir finalement les niveaux de preuve, mais tout en étant en capacité d'accélérer la qualité de la démonstration dans une perspective notamment de remboursement et d'accès au marché. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième volet, ça va être de faire la preuve de la performance dans des conditions réelles d'utilisation notamment. Et ça rejoint un enjeu majeur que vous évoquiez tout à l'heure, l'enjeu de la prévention et de la médecine 5P. Et je pense que là, plus que partout ailleurs, on a vraiment besoin aujourd'hui pour permettre à ces nouveaux modèles peut-être de prise en charge et de financement de se déployer, et bien de faire de la démonstration de la valeur de la médecine 5P, de la prévention, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on ait vraiment cette démonstration qui précède finalement l'évaluation et ensuite la prise en charge. Donc là je pense que ça va être là aussi des cas très concrets qu'on va essayer de mobiliser. Et puis enfin un troisième groupe qui va s'attacher à faire un certain nombre de préconisations sur justement la qualité de la donnée, de sa structuration, pour pouvoir là aussi faire des préconisations et permettre, comme vous le disiez très justement, hein, pour aller vers de l'IA de bonne qualité, il faut des données bien structurées, de bonne qualité, et comment on peut y travailler collectivement. Et là, on a un groupe qui va se mobiliser sur ce sujet-là. Et puis je vais terminer peut-être sur deux aspects qui sont importants, qui ont été également abordé à travers notamment l'enjeu de l'IA. Il y a un gros travail qui est fait en lien aussi avec la DGOS notamment, qui a lancé un appel à projet sur le sujet autour de la numérisation notamment de l'ANAPAT, qui est un sujet extrêmement important, qui rejoint cet enjeu aussi de diagnostic précoce, parce que là encore il y a un enjeu data et accélération du diagnostic pour les patients pour une meilleure prise en charge plus précoce. Ça, c'est extrêmement important et on est aussi investi dans ce domaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de la numérisation des LAN d'ANAPAT, c'est vraiment majeur. C'est remonté partout sur le terrain et donc on essaie à travers France 2030, donc déjà avec un financement d'un projet avec notamment Okin et l'IGR, et puis aussi cet appel à projet des US, d'accélérer le développement de ce process. Et puis enfin, tout ce qui concerne les travaux qu'on peut mener en lien avec le Health Data Hub et notamment tous les data challenges qui vont être mis en place. En tout cas, voilà, pas mal de projets assez enthousiasmants et qu'on est ravis évidemment de pouvoir travailler avec vous tous. Au service des patients, encore une fois, je le dis parce que c'est vraiment ça le début et la fin de l'histoire. Merci beaucoup. Bah, écoutez, il nous reste 5 minutes, on est pas mal. S'il y a quelques questions de la salle, on peut les prendre. N'hésitez pas. Alors, une question ici. Je peux en prendre 2, 3 d'affilée. Non, bah, allez-y, madame. Non, c'est pas vous? Si. Allez-y.
Si je peux prolonger la question, si tu me permets. L'année dernière, on a eu une table ronde ici sur justement données de santé, le nouvel or noir. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, on dispose d'énormément de données de santé, mais comme l'or noir, le pétrole, on ne peut pas en faire grand-chose si on ne la travaille pas. Et tout ce travail, il nécessite certes des investissements, mais aussi du fonctionnement, c'est vrai, du personnel, etc., pour pouvoir mettre à disposition. Et la question, en réalité, c'est la question que pose ma collègue, c'est finalement comment les établissements peuvent être financés pour ce travail. Bien sûr. Alors, les financements France 2030 ne sont pas la réponse à tout, évidemment. En tout cas, l'objectif, là, c'était, avec un cofinancement ONDAM, je tiens à le dire aussi, évidemment, c'était de permettre d'engendrer et de permettre ce cercle vertueux de se mettre en place. Et il faut bien voilà, un petit coup de pouce initial pour pouvoir monter et structurer ces entrepôts de données de santé comme beaucoup d'autres choses. Et c'est à ça que sert notamment le plan France 2030. Après, effectivement, il y a tout le sujet du fonctionnement. Donc là, on a bien identifié le sujet, soyez rassurés, en interministériel. Donc c'est des sujets qu'on aborde notamment avec le ministère de la Santé. Tout le monde en est bien conscient et je pense que voilà, on va chaque chose en son temps, mais on va effectivement, on est déjà tous mobilisés sur ce sujet pour essayer de trouver une solution effectivement pérenne. Et on a bien conscience qu'il y a une nécessité non seulement d'investissement initial, mais ensuite de pérennisation et de run finalement. Mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais on l'a bien identifié. On le traite en interministériel. Merci. Encore une question? Je n'ai pas regardé de ce côté de la salle. Bon, alors, si je ne vois pas, levez-vous. Mais bon, bah écoutez, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est que vous avez été très clair. Bravo. Et merci à vous tous d'être intervenus aujourd'hui. Et bon salon. Et merci Cyril pour l'animation de cette table ronde qui était très agréable.